Vous êtes encore en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Tout de suite, c'est le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui à l'attaque à l'aveugle survenue vendredi dernier aux abords du métro de Taipei. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet. Et Meg Wang pour vous présenter ce décryptage spécial consacré aux tristes attaques que Taipei a connues vendredi dernier, avec un bilan de 4 morts au total et notamment 3 victimes. Donc nous allons retracer un peu les faits et nous allons voir aussi les réactions, les interventions et surtout les observations au sein de la société taïwanaise qui représentent tout de même certaines lacunes, des failles en fait. Voilà, c'est vrai que l'attaque, elle est triste, elle est peut-être préméditée du côté de l'assaillant, mais du côté de la société, rien laissait à prévoir qu'il y avait une attaque. Alors, pour celles et ceux qui se sont posé la question et qui nous ont posé la question, et ce n'était pas quelque chose de calculé, de terroriste, c'est vraiment un acte isolé au sens où c'est pas prémédité par une société contre Taïwan, par exemple. Non, c'est prémédité, mais c'est un cas isolé. En fait, pour parler un peu des faits, la triste nouvelle nous est parvenue plutôt vendredi dans l'après-midi, lorsque un individu, l'assaillant, qui a commencé à lancer des bombes fumigènes dans le métro de Taipei et plus précisément à la gare centrale. En réalité, son action remonte plutôt, comme on va le voir au cours de ce décryptage, mais déjà aux abords de cette gare centrale de Taipei, et après avoir largué en quelque sorte ces bombes fumigènes et laissé tout le stock qu'il avait à part, il a essayé d'échapper à quelqu'un qui essaie de s'interposer, et là il sort un couteau pour l'attaquer. Alors à la gare de Taipei, ça fait 2 victimes blessées graves et quelqu'un qui décède après des coups de ses blessures, mais il arrive à s'échapper et perpétuer plus loin son action d'attaque de la société à Zhongshan notamment, et en l'espace de 1h30, 2h. Zhongshan, c'est à une station de près en fait de la gare de Taipei. Entre-temps, l'assaillant était rentré chez lui, se changer et repartir à Taipei parce qu'il n'était pas très loin en fait. C'est pour ça qu'il n'a pas été tout de suite identifié ou ciblé en fait. Et ici, dans le quartier Zhongshan, très commercial, il a fait 6 victimes, notamment tous avec des couteaux, dont 2 sont décédés par la suite. Alors on parle d'attaque à l'aveugle, d'attaque aléatoire, mais quand même préméditée. Oui, selon les traces retrouvées par la police par la suite, cet individu au nom de Zhang Wen, 27 ans, avait prémédité ses attaques depuis plusieurs mois, voire 1 an. La seule chose qui s'est déroulée différemment par rapport à son plan d'initial, c'est qu'il s'est retrouvé coincé en fait par la police. Il est monté ainsi au toit d'un grand magasin du coin, d'où il s'est jeté. Il a préféré en fait se suicider que de devoir répondre à ses actes ou de risquer d'être attrapé par la police. Voilà. En fait, ce que l'on sait de lui par la suite, c'est que ce monsieur est originaire de Taoyuan, donc dans le nord-ouest de Taïwan. Il avait d'abord été volontaire pour effectuer son service militaire jusqu'à ce qu'il soit expulsé de l'armée suite à un cas de alcool au volant. Voilà, conduite en état d'ébriété, ça fait que vous ne pouvez pas poursuivre, que ce soit de manière bénévole, volontaire ou pas à l'armée, donc exclu. Il a travaillé à un moment donné aussi comme garde de sécurité. Oui, des petits boulots c'est ça. à gauche et à droite. Et le problème est survenu surtout l'année dernière lorsqu'il a été convoqué par l'armée en tant que réserviste. Oui, et il ne s'est jamais présenté, du coup il était recherché depuis juillet dernier précisément par le ministère de la Défense. Pour violation de la loi sur le service militaire. Et ce que l'on sait de l'assaillant, c'est qu'il a coupé tout contact avec sa famille. Les parents ne l'ont pas vu depuis 2 ans et son frère depuis 5 ans. Oui, du coup, juste après les attaques, quand il a pu être identifié très rapidement, en effet, les enquêteurs se sont tournés du côté de sa famille qui ont été interrogés. Et c'est là qu'on a pu retracer aussi la partie
non pas du passé bien sûr de Chang Wen, mais aussi de sa famille, des non-contacts depuis 2 ans, et écarter tout soutien de sa famille, ce qui se pose aussi la question de savoir comment il a pu subvenir depuis 2 ans à ses besoins et aussi un peu préméditer cette action. Oui, donc ça c'est la partie concernant les faits. Par la suite, ce qui nous intéresse, c'est les interventions publiques. Parce que dès les premiers moments des faits, le président de la République et le Premier ministre ont annoncé la multiplication, le renforcement des surveillances dans les différents points de transport, que ce soit dans le métro de Taipei, mais aussi dans les grandes villes et également dans les gares et les aéroports. Les forces de l'ordre ont été également très actifs dès les premiers moments sur les messages qui circulaient en ligne entre le 20 et le 21 décembre. Les autorités ont ciblé 20 messages d'intimidation ou de menaces de tuerie à l'aveugle. Au total, 20 dossiers ont été ciblés et 3 personnes arrêtées. Et pour en revenir dès les premiers instants de l'attaque au niveau du métro de Taipei, la réaction a été instantanée au sens où les différentes gares ou stations très proches du lieu de l'attaque ont permis aux gens ou aux passagers de partir très rapidement des stations, c'est-à-dire de sortir sans devoir biper, en suivant le mouvement de foule sans en créer un autre de panique. Et du coup, la plupart des usagers ont pu quitter comme cela la gare paisiblement sans savoir ce qui se passait. C'est-à-dire que tous les portails étaient ouverts pour que tout le monde puisse sortir rapidement. Et une chose qui mérite d'être mentionnée, c'est-à-dire dès les premiers moments, le métro de Taipei a décidé de ne pas s'arrêter dans les gares à risque. C'est-à-dire que malgré cette attaque inédite, finalement, le transport a pu continuer bon gré, mal gré. Encore une fois, on est vendredi soir, une heure de pointe, donc à la sortie des écoles, à la sortie des bureaux. Et ça doit être compliqué aussi pour les transports publics de gérer une situation finalement à laquelle on n'est pas forcément préparé. Et on précise encore une fois que le moment et le lieu ont été préchoisis par l'assaillant. C'est ça, c'est terrible, c'est pas sans rappeler non plus le passé. Du reste, que ce soit à Taipei ou ailleurs, souvent la personne qui veut le faire le plus de mal va choisir et va cibler entre guillemets le meilleur endroit, donc le pire au niveau société. Mais justement, comment à Taïwan on est, oui ou non, préparé à ce type de menace? Est-ce qu'il y a des lacunes à relever ou au contraire, est-ce qu'on est plutôt bien préparé? Oui, justement, il y a 3 points qui ont été soulevés ou observés par les chercheurs. Le premier point, c'est le problème dans l'éducation à la sécurité publique. C'est-à-dire que on a observé qu'il y a un très grand déséquilibre dans les champs d'application de la prévention des catastrophes vis-à-vis des cas de violence individuelle ou extrême. C'est vrai qu'à Taïwan, on a l'habitude d'éduquer les plus jeunes aux risques de catastrophes naturelles, séismes, typhons, etc., mais pas au risque de catastrophes ou d'attaques sociales parce qu'on est quand même une société sûre et finalement peut-être pas tant que cela comme le montre cette attaque. Oui, et cela entraîne le deuxième point, c'est qu'à Taïwan, on n'a jamais réellement introduit le principe utilisé aux États-Unis, les différentes stratégies, c'est-à-dire run, hide, and fight, alors que c'est une notion qui existe non seulement aux États-Unis, mais dans la plupart des pays européens, on peut dire. Ce sont en fait tout simplement les normes d'évacuation en cas de problème majeur, d'attaque, que ce soit terroriste ou non en fait, c'est-à-dire tout simplement s'échapper tant qu'on peut d'un lieu où on est à risque, vulnérable, se cacher pour se protéger. Si la fuite est impossible en fait. Oui. Et puis alors aux États-Unis on dit fight, en France on dit plutôt se alerter en fait. C'est-à-dire une fois qu'on est protégé à l'abri, on alerte pour pouvoir combattre, mais peut-être pas soi-même aller de l'affront, mais appeler les personnes qui peuvent aller lutter pour intervenir. Alors que cette notion, je crois que dans la plupart des cas, on n'a jamais parlé à l'école. C'est-à-dire on peut peut-être parler des agresseurs individuels face à une attaque physique dans la rue, par exemple. Mais ce genre d'attaque à l'aveugle d'une violence aussi extrême,
les Taïwanais ne sont pas vraiment Eh habitués oui. à cela en fait. Moi, je me souviens qu'à l'école, mes enfants, par exemple, ont été sensibilisés à comment se protéger en cas d'attaque à l'aveugle dans le métro. C'était à l'époque, juste après l'attaque de Chen Xie, qui avait Mm. aussi fait plusieurs décès dans le métro. Et parmi les cours qu'on donnait, c'était tout simplement, si vous avez un parapluie, ouvrez-le, protégez-vous, protégez les autres auprès de vous. Mais c'était vraiment, encore une fois, non pas de manière générale avec des normes Mm. internationales ou générales à toutes les situations, mais plutôt dans ce cas précis, quoi. Mm. Certains chercheurs ont évoqué le problème de mécanisme de défense psychologique, c'est-à-dire on a une tendance à nier un risque, c'est-à-dire après avoir vécu dans la paix depuis aussi longtemps, la plupart des gens qui n'ont jamais eu à se confronter à un conflit violent vont pas avoir une sens de réalité en fait. Ils vont se dire est-ce que je comprends mal en fait, qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'il s'agit d'un spectacle Oui, ou un un feu spectacle, d'artifice. un jeu, on n'en Mm. sait rien. Et du coup, on se détache tellement de la réalité qu'on nie ce qui se passe devant soi. Et bah, ça donne la situation qui s'est passée vendredi, comme les chercheurs parlent de ce déni psychologique, Mm. qui fait qu'il y a pas mal de personnes qui autour ont sorti leur téléphone pour filmer ce qui se passait au lieu de s'inquiéter du danger réel. C'est vrai qu'à partir des différentes vidéos qu'on a pu voir, que ce soit des vidéos de caméras de surveillance dans le métro de Taipei ou ce que les gens ont filmé dans la rue, c'est que dès les premiers moments à la gare de Taipei, par exemple, on voyait déjà une personne tomber avec du sang coulé par Oui. terre dans la fumée et des personnes passaient à côté en train de regarder leur téléphone portable sans vraiment se soucier de Sans quoi que regarder ce ce qu'il y soit. avait à côté, quoi. Voilà, et c'est parce qu'on est tellement habitué à vivre dans l'insécurité, on ne se rend pas compte qu'on ne croit pas que ce genre de choses peut arriver en fait. Oui, il y a Mm. aussi le fait que peut-être qu'on est aussi tellement connecté qu'on se rend déjà pas compte à la base de ce qui se passe à côté de soi. Donc on est encore moins alerté quand il y a ces scènes, ce qui fait dire à ces chercheurs que on est face à une mentalité de déshumanisation de la scène, c'est-à-dire une non-prise de conscience de ce Mm. qui nous entoure en fait. Et le problème lié à cela, c'est qu'on est tellement peu familier avec ce genre de concept, c'est que lorsqu'un choc arrive, en fait, il peut avoir un blocage physiologique du cerveau, et c'est-à-dire que il y a tellement de messages contradictoires et irrationnels qui arrivent, et du coup le système de jugement rationnel peut être incapable de réagir à temps, ce Oui. qui bloque un mécanisme, ce qui provoque un mécanisme de protection par freeze en fait, Voilà, donc gelé. le cerveau est complètement congelé, bloqué, comme Bug- vous voulez, buggé, il bug. Oui. Donc, il n'y a plus rien qui marche et c'est incontrôlable. Au point qu'on se demande, quand on est à côté, ben, pourquoi la personne n'agit pas. Mais en fait, ça demande un entraînement, une prise de conscience. Et c'est toute cette lenteur à l'action qui doit se préparer en amont, en fait. Tout à fait. C'est donc la nécessité, encore une fois, d'entraînement et de formation. Et une troisième chose qui a été citée, c'est on est à l'ère du média omniprésent. Mhm. Donc, non seulement les Taïwanais ne sont pas avertis, en plus, on se comporte comme quelqu'un de l'extérieur d'une scène Oui. et on veut filmer, on veut uploader rapidement les messages en se croyant être média en fait. Voilà, donc quitte à faire le buzz sur nos réseaux sociaux, c'est peut-être pas le premier point de vue, mais c'est vrai que c'est ce premier réflexe qui fait qu'au lieu de quitter son téléphone ou de dire bah, je vais peut-être à ma manière essayer de sauver des vies ou d'interagir, il y a aussi ce problème de mentalité et encore une fois de rapport à la réalité qui est soulevé par les chercheurs, ce qui montre encore une fois plusieurs lacunes aussi en amont. Oui, c'est-à-dire qu'on a constaté qu'il y a une insuffisance de soutien social. Parce qu'à Taïwan, on parle du filet de sécurité, c'est-à-dire pour que tout le monde soit pris en compte, des personnes qui sont dans la fragilité, qui ne soient pas laissées de côté. Mais ce qui s'est arrivé cette fois-ci, c'est que des cas comme l'assaillant, cette fois-ci, il est mature, Oui. il est adulte, il ne vit pas avec sa famille, il n'a aucun dossier médical. Donc, Et il ne fait pas partie en fait des personnes qu'on peut dire ciblées par ce filet, donc il est passé entre les mailles de ce filet Oui. de sécurité sociale au point qu'on n'a pas pu ni l'aider, ni le protéger, ni protéger la société contre lui en fait. C'est ce qu'on appelle des lacunes systémiques dans ce système de soutien social. ensuite, il y a un certain obstacle
culturel à la recherche de l'aide dans le monde chinois aussi. Déjà, dans la plupart du temps, le soin psychologique ou psychiatrique, ça peut être mal vu. Oui, on va pas le demander de soi-même en fait. Oui, et on n'a pas l'habitude de solliciter les gens à côté de nous, d'aller demander de l'aide parce que ça peut être mal vu aussi. Tout à fait. Mm. Du coup, tout cela contribue à alimenter le problème des personnes qui sont non pas marginalisées, mais soit au bord de la rupture sociale, soit au bord de la société qui se sentent mal. Elles sont ni intégrées, ni marginalisées, mais entre deux. Et c'est encore plus compliqué, non seulement de les protéger, mais de se protéger de ces personnes. Parce que le système ne répond pas à leurs besoins, en fait. Oui, et c'est ainsi qu'on a pu faire quelques constats concernant des réponses un peu plus sur le long terme, notamment de la part du ministère de la Santé. Déjà, on offre 3 consultations gratuites à tous les Taïwanais qui souhaitent obtenir de soins de consultation. Et cela gratuitement. Ensuite, on sensibilise les Taïwanais sur la nécessité de garder son calme, de s'être assuré de sa propre sécurité, de pouvoir agir, c'est-à-dire bouger en fait, faire du sport par exemple, sans que soit focalisé dans ce genre de situation. Et 2 autres choses très importantes, c'est l'interconnectivité et l'espoir. Voilà, les 2 derniers points, en fait, c'est une politique en 5 points. Bon, la sécurité, le calme et la capacité d'agir, on voit bien pour tout un chacun comment ça peut se conjuguer. Mais les 2 derniers points d'interconnectivité ou d'espoir sont vraiment très importants parce que c'est ce qui manque aussi à Taïwan pour développer cet aspect, encore une fois, d'intégrer tout un chacun et surtout d'agir pour les personnes qui sont un peu en marge du reste de leurs concitoyens. Oui, et le ministère de la Santé a évoqué aussi le plan de filet social 2.0 à proposer dans 3 mois pour savoir comment on peut venir en aide ou cibler des personnes qui sont ni listées par le corps médical, ni par les aides sociales, c'est-à-dire ceux qui ne vivent pas dans la pauvreté et qui ne présentent pas d'autres risques. Donc c'est intéressant dans ces moyens en fait mis en place ou développés à la suite de cette attaque de voir que ce n'est pas réagir en amont ou en réponse à un acte isolé, mais vraiment sur le long terme et sur le plan large de la société en effet, sachant que de son côté, le métro de Taipei veut aussi agir pour former tous ses employés à avoir la meilleure réponse possible en cas d'attaque non prévisible en fait. Oui, et la ministre de l'Intérieur a également précisé qu'elle entend inclure les cas d'attaque d'extrême violence en fait dans le guide, le petit livret orange que tous les Taïwanais reçoivent récemment, en fait, ont reçu récemment sur la sécurité, notamment vis-à-vis des catastrophes naturelles, mais aussi des attaques de forces extérieures. Et c'est vrai que depuis 10 ans, les différents cas d'attaques comme ça qui ont ciblé la société taïwanaise ont eu lieu aussi dans les transports publics. Donc c'est important à souligner qu'il y a aussi moyen d'intégrer ça dans ce livret national de protection civile. Et une parenthèse qu'on peut offrir ici, c'est aussi l'influence de la Chine. C'est-à-dire que, étant donné que l'assaillant n'a pas eu de revenus depuis un certain temps et vu la situation de sécurité actuelle, le gouvernement a lancé très rapidement une enquête pour savoir ses liens avec ce qu'on appelle des forces de l'extérieur de Taïwan. Et aussi parce que dans les différentes menaces qu'on a reçues en ligne, certains proviennent de l'étranger en fait. Voilà, alors pour le cas de Chang Wen, donc de l'assaillant actuel, pour l'instant, aucun lien n'est établi directement, mais c'est vrai que l'enquête suit son cours et ça fait partie des pistes à creuser pour protéger la société nationale et la sécurité à Taïwan. En tout cas, que les Taïwanais soient un peu plus vigilants, que la préparation soit mieux faite. C'est vraiment la leçon qu'on doit retenir de cette attaque triste, aussi triste de cette fois-ci. Triste événement. Voilà. On espère qu'il ne va pas se réitérer, mais que les Taïwanais seront prêts à l'avenir. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage présenté par Meg et François-Xavier pour RTI.